Bonjour à tous et bienvenue au Golden Promise Whisky Bar à Paris. Je suis Mathieu Accard et nous allons faire un petit point d'étape sur le whisky français. Effectivement, nous sommes en 2023 et ça fait maintenant 40 ans que les Français produisent du whisky. Quelque chose de plutôt logique quand on y pense, puisque les Français boivent environ 2,25 litres par an par habitant. Et si vous pensez que c'est peu, dites-vous que les Écossais n'en boivent que 1,15 litre. Je vous propose de faire un petit tour de France en 24 minutes chrono. Alors l'histoire du whisky français commence en 1983. Lorsqu'un pharmacien reprend la distillerie Waregem à Lannion. Et ce jour-là, il cherche à se diversifier, il se demande un petit peu qu'est-ce qu'il pourra produire pour arriver à relancer la distillerie qui connaît quelques difficultés financières. Et la première idée qu'il a, c'est de faire du chouchen. La seconde, c'est à la lecture d'un journal Le Monde daté de 1983, où il découvre un article qui parle de whisky français servi à la table du président. Enfin, l'article dit même scotch français. C'est vous dire si on était dans le flou à l'époque. Pour Gilles Lesourd, c'est une idée assez évidente, et du coup, il se dit qu'il va commencer à produire du whisky. En 87, il sort son premier whisky, un blend nommé WB. Puis, en 98, il sort le premier single malt français sous la marque Armorique. Aujourd'hui, cette distillerie pionnière a constitué un stock suffisant pour proposer des comptes d'âge importants. Il faut savoir que dans le whisky, pour faire un 10 ans, il faut généralement au moins 20 ans. Dans celui-ci, ce Armorique 10 ans édition 2023, vous avez un assemblage de fûts allant jusqu'à 13 ans, tous ayant contenu soit du fût de Bourbon, soit du fût de Sherry. C'est un assemblage qui est mené par le maître de chai et qui donne un whisky extrêmement rond, riche, avec des notes un petit peu de caramel, des choses un peu fruitées. C'est un produit extrêmement abouti, dans la pure veine de ce qu'on peut trouver en Écosse. Une merveille. En 1998, nous sommes dans le Finistère à la distillerie des Menhirs, une distillerie qui jusqu'alors produisait principalement du lambic, l'équivalent du calvados, mais breton. Guy Lelay, qui dirige la distillerie, a lui aussi envie de faire du whisky, mais son idée c'est de faire surtout l'inverse des Écossais. Faire comme les autres ne l'intéresse pas, et c'est pour ça qu'il va se lancer dans la production du premier de whisky de blé noir au monde. Un whisky qui sera baptisé Édu, qui veut tout simplement dire blé noir en breton. Cette édition sélectionnée par Jean Le Cam est un single cask de cognac, donc un fût qui avait contenu du cognac au préalable, puis qui a contenu le whisky de la distillerie des Menhirs, 100% blé noir. Ce qu'il faut savoir avec le blé noir, c'est que c'est un produit qui est très marqué, évidemment on sent le sarrasin, mais plus les années passent, plus il devient exotique. Sur un produit comme celui-ci, on retrouve des notes céréalières, mais aussi de franches notes de kaki, de mangue, un vrai délice. À quelques heures de l'an 2000, le couple Jean et Martine Donnet distillent eux aussi un whisky en Bretagne. Pour le coup, ils étaient affineurs et avaient l'habitude d'acheter des whiskies écossais en vrac qu'ils élevaient en France. Mais là, l'idée, c'est de monter une distillerie qui verra le jour 4 ans plus tard, en 2004, sous le nom de Glenarmor. Glenarmor sera très vite connu pour son single malt tourbé, Cornog. Un produit vraiment dans la tradition écossaise, extrêmement tourbé, marqué par des notes iodées et salines. Il faut dire que pour le créateur de la distillerie, Jean Donnet, l'objectif était de reproduire les single malt d'Islay tels qu'ils existaient au milieu du siècle dernier. Pour ça, il ne renonce devant rien, chauffe à flamme nue, des petits condenseurs à serpentin, bref, une distillerie tout à fait artisanale qui produit très peu, mais un single malt de qualité et extrêmement reconnu. Amateur de tourbe, à la vôtre. En 1999, juste avant l'an 2000, les Bretons produisent du whisky, mais c'est aussi le cas, plus inattendu, des Corses. Effectivement, sur l'île de Beauté, la distillerie Mavella s'occupe de valoriser les fruits à travers une petite distillerie, un petit alambic Holstein et des eaux de vie très qualitatives. Depuis peu, une brasserie s'est installée, la brasserie Pietra, qui elle produit de la bière. Si vous avez de la bière, que vous avez une distillerie, il vous suffit de retirer le houblon de l'équation pour produire du whisky. Et ça, père et fils Venturini l'ont bien compris. Ils se lancent dans l'expérience, malgré qu'à cette époque-là, tout le monde leur dit que c'est une bêtise, que ça n'a aucun intérêt, que du whisky corse, c'est voué à l'échec. Peu importe, ils persistent, et peu de temps après, le whisky PM deviendra le produit phare de la distillerie. PM pour Pietra et Mavella, tout simplement. La distillerie s'était lancée plutôt sur une approche de single malt, mais depuis peu, ils ont converti leur production et travaillent sur un 100% corn whisky, c'est-à-dire 100% issu de maïs, du maïs corse qui pousse le long des rivières. Pour l'élevage, on choisit du fût de chêne américain qui amène un côté de la vanille et du toffee. On est assez proche de ce qu'on peut trouver aux États-Unis, mais avec une petite touche corse. En 1999, on distille en Bretagne, on distille en Corse, mais on distille aussi dans le nord de la France. Et il faut dire que c'était assez naturel que des distilleries se lancent dans cette région de la France. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs siècles qu'on y produit du genièvre. Et le genièvre, c'est tout simple, c'est un alcool de grain
aromatisé avec des baies de genévrier. Concrètement, vous retirez le genévrier de l'équation et vous produisez du whisky. Pour peu de l'élever, plus de 3 ans en barrique, bien entendu. La distillerie Clessens a bien compris ça, et très tôt, ils vont se lancer dans la production d'un whisky, qui s'appellera Vambréchy, du nom de la ville où la distillerie est installée. Ce qui est très très spécifique sur ce whisky-là, c'est qu'il est produit dans des anciennes colonnes de distillation qui sont assez massives, énormes, et qui sont, pour certaines d'entre elles, vieilles de 2 siècles. Ça produit un whisky d'une profondeur très très intense, mais qui est aussi marqué par le côté genièvre, puisqu'on y retrouve de légères notes de racines, un peu de rancio, qui fonctionne très très bien avec la flopée de fruits secs dans cette édition vieillie en fût de Madère. Quand on parle de distillation en France, il y a une région qui nous vient tout de suite à l'esprit, l'Alsace. Et effectivement, en Alsace, on distille beaucoup depuis très longtemps. Il faut savoir qu'au XVe siècle, la ville de Colmar est connue dans toute l'Europe pour son vin brûlé, le Brandwein. Cette tradition de distillation va perdurer, tant et si bien que dans le concordat d'Alsace-Moselle, les bouilleurs alsaciens bénéficient d'un régime particulier. Pour le coup, la distillerie de Bertrand, qui est située dans le petit village d'Uberard, incarne parfaitement cette excellence alsacienne. Uberard, un petit village qui signifie au-delà de l'eau, et qui a inspiré Jean Metzger lorsqu'il s'est lancé dans le projet de production de whisky. C'est un whisky alsacien, donc avec une vraie tradition de la distillation, c'est-à-dire qu'on distille dans un petit alambic à plateau, mais qu'on distille 2 fois. L'objectif, avoir un alcool extrêmement fin qui va pouvoir vieillir de la meilleure des façons. Celui-ci est assez particulier puisque c'est un refill, c'est-à-dire que c'est un fût de Banyuls qui avait été vidé en 2013 et qui a été re-rempli de whisky après. Malgré tout, on peut voir que la couleur a parfaitement marqué le produit, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, l'équilibre entre les arômes floraux, presque une petite note de violette du distillat, et les choses beaucoup plus confites, beaucoup plus fruitées, voire confiture de mûre apportée par le Banyuls, sont parfaitement équilibrés. Un excellent produit, en édition limitée. Attention, 60 degrés tout de même, âme sensible s'abstenir. En 2010, la 20e distillerie à se lancer dans la production de whisky est la distillerie Castan. Castan, c'est une distillerie qui est située dans le Tarn et qui produit des alcools, des eaux de vie depuis près de 60 ans, même un peu plus, puisqu'ils produisent depuis 1941. Quelque chose qui est très très intéressant avec cette distillerie, c'est que plutôt que de changer leur alambic pour partir sur un traditionnel pot still comme on le fait en Écosse, ils utilisent un alambic à vase, un alambic ambulant, qui est composé de plusieurs compartiments qui précèdent une petite colonne et qui fonctionne par injection de vapeur. Une machine absolument incroyable à voir tourner. Et cette machine, elle a la capacité de produire des distillats extrêmement gras, huileux et très doux en une seule passe. Sur cette version-là, on est sur un whisky tourbé, donc avec de franches notes de fumée, et élevé dans des fûts de vin rouge. Alors il faut savoir que les fûts de vin rouge, c'est un peu qui tout double. Parfois ça cartonne, parfois c'est un peu plus clivant. Ici, rien à dire, c'est parfaitement intégré, la tourbe se fond dans des notes de griotte, de cassis, c'est superbement géré, c'est très très élégant, et c'est un produit que les amateurs de tourbé vont probablement apprécier. La France, c'est aussi le pays du terroir. D'ailleurs, terroir est un mot qui ne se traduit pas. Les Anglais disent terroir. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé Frédéric Révol lorsqu'il se lance dans le projet du domaine des Hautes-Glaces. Le concept, c'est produire un whisky bio dans lequel la céréale est au centre. Et pour ça, il s'installe dans le Trièves, une petite région très préservée entre le massif des Écrins et le massif du Dévoluy, qui va lui permettre de travailler sur différentes parcelles et de produire des whiskies dans lesquels il va pouvoir mesurer l'impact au nom du terroir. Il travaille sur du whisky de seigle et sur du whisky d'orge. Ici, vous avez la nouvelle bouteille. L'édition s'appelle Indigène, et Indigène fait la part belle aux levures. Les levures, c'est quelque chose dont on parle assez peu dans le whisky, et pour cause. En règle générale, on prend des levures qui sont efficaces, qui font de l'alcool rapidement, et c'est une étape qui ne nécessite pas de trop prendre la parole dessus. Pour Frédéric Révol, c'est l'inverse. Il va récupérer ses levures dans les champs lui-même, il les cultive et les développe à la distillerie, et c'est grâce à ces levures indigènes qu'il va pouvoir fermenter ce produit et créer un produit absolument unique, extrêmement élégant, et dans lequel, très clairement, pari réussi, la céréale est au centre, c'est très très riche, on a une petite minéralité aussi qui rappelle les montagnes, et ici vous voyez le nouveau flacon du domaine des Hautes-Glaces. Savez-vous ce qu'est une piotre? Ben moi non plus, je ne le savais pas jusqu'à ce que je découvre cette petite distillerie installée à Laménitré, près d'Angers. Une piotre, c'est le nom du gouvernail des bateaux typiques qui sillonnent la Loire. Au départ, Vincent Lelièvre
voulait installer sa brasserie flottante sur le fleuve. Bien entendu, les assureurs ne l'ont pas suivi et il a fallu s'installer sur la terre ferme à la Ménitrée. Néanmoins, dès le départ, l'idée c'est d'intégrer un maximum d'étapes de production, incluant le maltage. Ici, tout est maîtrisé, de A à Z jusqu'à la mise en bouteille. Petit clou du spectacle, on ajoute une étape de fumage du grain qui ramène un côté cuir, bacon grillé, notes de fumée qui se font parfaitement avec le côté porridge amené par les céréales. Un produit absolument unique et qui mérite d'être découvert. S'il y a des Lyonnais parmi les auditeurs, vous connaissez forcément Ninkasi. Parce que Ninkasi, avant d'être une distillerie, c'est une brasserie implantée à Tarare qui a largement diffusé ses produits dans toute la région lyonnaise. Depuis 2015, ils produisent du whisky avec une ADN extrêmement forte. Le but, c'est d'aller capter les arômes du vin et de les retranscrire dans le whisky. Alors, paradoxalement, celui que je vous présente aujourd'hui ne répond pas du tout à cette logique-là, puisque là, on est sur un whisky de seigle qui a vieilli dans des fûts de chêne américain de second remplissage. Mais ça fait de ce single casque-là un ovni, quelque chose d'extrêmement inédit chez Ninkasi, et très très limité, et surtout, quelque chose qui fonctionne parfaitement bien. C'est légèrement floral, marqué par les céréales, avec des petites notes de fruits blancs. Un parfait whisky pour la fin de journée. Direction Le Berry maintenant pour découvrir la distillerie Ouche-Nanon. Ouche-Nanon, ça veut dire le verger de Nanon, c'est ce qui avait marqué sur le cadastre lorsque Thomas Mousseau, ancien scientifique, s'installe là pour produire de la bière. En 2015, il se lance dans la production de whisky et au fur et à mesure, il va s'équiper de 2 alambics. Un tout petit alambic extrêmement rudimentaire qui fonctionne à flamme nue et un alambic au gaz de type charentais de 14 hectolitres. C'est ce second alambic qui va être utilisé pour produire Chardonnay-Coum. Cette édition-là est assez particulière car elle fait la part belle au chardonnay. Chardonnay-Coum, ça veut dire chardonnay. Et on va chercher ces arômes assez typiques de chair de raisin blanc, surmûri, légèrement sucré, qui en fait un produit extrêmement rond, extrêmement goulayant et très très accessible. Direction la capitale, où en 2013, Nicolas Julès, qui est épicier de son métier, relit les vieux romans d'Émile Zola, et notamment L'Assommoir, dans lequel on raconte une histoire d'un bar où il y a un alambic qui tourne à l'arrière et qui produit de l'agnole pour les Parisiens à cette époque-là. Ça lui fait penser à une chose, c'est vrai qu'il n'y a pas d'alambic à Paris depuis plus d'un siècle. Effectivement, la distillation est interdite dans la capitale. C'est pas ça qui va l'arrêter, et il commence les démarches pour obtenir un numéro d'autorisation. Des démarches qui seront longues, très 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 longues. Mais finalement, en 2013, il obtient son numéro d'autorisation et 2 ans plus tard, un alambic distille de nouveau dans la capitale. Pour produire son whisky, Nicolas Julès travaille comme un parfumeur. C'est un whisky assez jeune, mais qui va avoir connu plusieurs dizaines de barriques. Effectivement, dès qu'une barrique commence à donner suffisamment d'arômes, Nicolas la transvase dans un autre type de fût. C'est ce qui fait qu'on a un produit extrêmement complexe, construit vraiment comme un parfum, avec toute une déclinaison d'arômes boisés, des notes un peu de santal, de cuir, des notes de fruits, mais plutôt des fruits confits. Ça en fait un produit extrêmement complexe, parfaitement abouti pour la dégustation. Faisons une halte dans les montagnes, dans les Alpes, dans le massif du Vercors. Assez logiquement, la distillerie qui s'est installée ici s'appelle la distillerie du Vercors. Mais plus original, leur whisky s'appelle Sequoia. Et pour cause, Eric et Anne-Hélène Cordel, quand ils se lancent dans le projet en 2013, investissent une magnanerie, un grand bâtiment dédié à la culture du verre à soie. Et à côté de ce bâtiment, un majestueux, un très très bel arbre, un séquoia, pluricentenaire, les accompagne et les inspire. La distillerie du Vercors, c'est aussi un alambic extrêmement original, puisque c'est un alambic de construction honorée qui distille à basse température. Concrètement, dans le wash still de la distillerie du Vercors, l'eau bout à seulement 50 degrés. Et ça, pour des produits tourbés comme celui-ci, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que la sélection des arômes est particulière. La tourbe devient extrêmement délicate, extrêmement fine, et laisse la part belle à plein d'autres arômes, ici notamment les arômes de fruits blancs, de pêche, de brugnon, qui donnent un whisky tourbé extrêmement élégant. En 2016, Alexandre Sirek et Jean Mouex décident de eux aussi se lancer dans le whisky français avec la marque Bellevoie. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une distillerie, mais d'un assemblage. On va travailler avec des distillats qui proviennent de tous les coins de l'Hexagone pour produire un whisky riche et équilibré. En 2016, avec Bellevoie bleu, le rouge et le blanc, c'est 125 000 bouteilles que Alexandre et Jean vont mettre sur le marché.
125 000 bouteilles, à cette époque-là, c'est colossal, puisque le marché du whisky français ne représente alors que 800 000 bouteilles. Mais la puissance commerciale de Bellevoix va permettre d'agir comme une véritable locomotive pour le whisky français. En plus, on propose ici un whisky qui est facile d'accès, élégant, finement boisé, fruité, tout en équilibre et qui pourra plaire au plus grand nombre. Le whisky français a commencé récemment, mais c'est pas pour autant qu'il n'intéresse que les Français. Effectivement, dans les années 2015, une ancienne ballerine nommée Alison Patel tient à lancer sa propre marque de whisky. Pour ça, elle se rapproche de la maison Brunet en Charente et produit le single malt Brenne. Un single malt extrêmement doux, extrêmement rond, marqué par de francs arômes de banane. Amateur d'exotisme, celui-ci est fait pour vous. En Charente, en 2016, la distillerie Merlet se lance elle aussi dans le whisky. Il faut vous comprendre que la Charente, c'est un énorme réservoir de producteurs de whisky, puisqu'on y produit massivement du cognac. La campagne de distillation du cognac se termine au 31 mars, ce qui veut dire que les alambics sont libres pendant 6 mois dans l'année. Et ça, les Merlet l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils ont lancé le whisky Coppery. Et on dit bien Coppery et non pas Copperies, parce qu'il s'agit d'un mot de patois local qui signifie moisson. Effectivement, la céréale reste au centre, mais c'est surtout un whisky qui est marqué par le savoir-faire de l'élevage charentais. En Charente, quand on élève un produit, on le transvase régulièrement d'une marique à l'autre, on utilise une portion de fût neuf assez importante pour avoir un produit extrêmement abouti, et ce, quand bien même on a 3, 4 ou 5 ans. Un produit très équilibré pour les amateurs de boisé. En 2017, la brasserie Saint-Germain, plus connue pour ses bières Page 24, se lance elle aussi dans la production de whisky. Pour ce faire, il prévoit de construire un bâtiment de l'autre côté de la rue, donc littéralement The Other Side, qui donnera le nom à la distillerie d'ailleurs, distillerie TOS. Finalement, ils déménageront un peu plus tard et un peu plus loin, mais toujours dans le comté d'Artois. Et ça, c'est extrêmement important, car c'est bien le nom du comté d'Artois qu'ils ont utilisé pour nommer leur whisky Artesia. Quelque chose de très particulier sur cette distillerie-là est une maîtrise sans faille de l'étape de fermentation. Lorsque vous vous rendez sur place, que vous êtes au milieu des cuves de fermentation, ça sent déjà les fruits exotiques à plein nez. On est sur des fermentations longues, qui vont parfois atteindre les 10 jours, et qui permettent d'obtenir un brassin extrêmement riche. Quelque chose qu'on va retrouver dans cette expression, qui gagne en complexité grâce à aussi un second vieillissement dans des fûts noirs. Les fûts noirs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fûts qui ont été intensément brûlés, avec un profil de chauffe qu'on appelle Chartroi, et qui permet au fût d'avoir une épaisse couche de charbon à l'intérieur qui va agir comme un filtrant et un adoucissant pour le whisky. C'est ce qui fait qu'aux notes de fruits exotiques, on retrouve quelque chose de grillé, de pain grillé, des notes légèrement torréfiées qui font de ce whisky quelque chose d'extrêmement complexe et de parfaitement maîtrisé. En France, on est probablement plus connu pour notre culture du vin que notre culture du whisky, du moins pour l'instant. Et qui dit vin, dit cépage. Effectivement, pour nous, c'est très important d'avoir un rapport à la matière première. Quand vous sélectionnez une bouteille de vin, si c'est du Gamay ou du Syrah, ça n'est pas du tout la même chose. Et cette idée-là, cette idée que la matière première a un rôle primordial à jouer dans le goût, c'est une idée qui a drivé le projet du Château du Breuil. Quand en Normandie, on se lance dans le whisky, on est extrêmement attentif à la matière première. Pour les premiers lots, on sélectionne la Golden Promise, une orge extrêmement réputée qui a fait les grandes heures de Macallan et de Karuizawa, et qui a aussi donné le nom à ce whisky bar. Plus tard, on va travailler avec de la Chevalier, avec de la Marie Sauter. Mais aujourd'hui, c'est bien une expression de Golden Promise que nous avons ici, qui donne un whisky extrêmement délicat, extrêmement léger, marqué par les céréales, aussi par de subtiles notes de flan à la vanille. Un produit excellent, tout en finesse. En 2014, deux entrepreneurs, Jean-Philippe Ballanger et Yves Médina, décident eux aussi de se lancer dans le whisky français. On est à Bordeaux, et ils vont avoir l'occasion d'investir un ancien bunker allemand pour y construire leur distillerie. Bordeaux est aussi connu pour son port de la Lune. C'est ça qui va inspirer le nom du produit, Moon Harbour. Alors, qui dit Bordeaux, dit vin, et effectivement, on ne manque pas de barriques fraîches dans la région. C'est quelque chose que les deux entrepreneurs ont en tête dès le début. Aussi, en 2017, quand les premières gouttes s'écoulent de l'alambic, ils vont travailler à construire un réseau avec pas mal de vignerons pour proposer des vieillissements inédits. Ici, sur ce Dock 1, on est sur un single malt, donc un whisky d'orge maltais, vieilli dans des fûts du Château Rieussec de Sauternes. Le Sauternes, nul doute, ça amène de la rondeur, de la douceur, ce côté un peu raisin surmûri, qui fonctionne extrêmement bien avec le côté céréalier, et le distillat extrêmement fin de la distillerie Moon Harbour.
En Écosse, il y a certes des distilleries de whisky, mais il y a aussi ce qu'on appelle des embouteilleurs indépendants. Ce sont des gens dont le métier est de sélectionner les meilleures barriques ou les meilleurs distillats, de les élever, de les embouteiller, puis de les proposer sur le marché. En France, en 2020, Thierry Benita, patron de la maison du whisky, réunit une petite équipe pour appliquer ce modèle-là au whisky français. Il en résulte une gamme qui s'appelle Version Française et qui va sélectionner de très beaux single casques, mais aussi de très beaux petits lots. Plus récemment, la gamme s'est attardée sur une série qui fait la part belle aux céréales. Logiquement baptisée Céréalis, elle propose notamment un whisky de maïs, donc composé à 51% de maïs, puis de l'orge, qui va être élevé 9 ans dans des fûts de chêne américains. Et qui dit chêne américain, dit coco, vanille et un framboisé. On est sur un produit qui se compare assez proche à un bourbon, et qui va être un produit voilà, assez riche, assez ample. Le reste de la gamme est composé d'un whisky de Malte, d'un whisky de seigle, un 10 ans là aussi composé pour 51% de seigle, et puis d'un 100% grain qui brille par son côté extrêmement suave et extrêmement roux. En Charente, un projet passionnant est probablement celui emmené par Adrien Grandcher de la distillerie Fontagard. Fontagard, comme beaucoup de distilleries dans ce coin-là, se concentre d'abord sur la production de cognac pour les grands groupes. Mais depuis 2017, c'est aussi un beau projet de production de whisky. Lorsque Adrien Grandcher arrive à la distillerie, la première chose qu'il fait, c'est d'enlever tous les automates des alambics. Le but, c'est de ne surtout pas standardiser la production, mais bien de l'adapter à chaque récolte en fonction du rendement obtenu chaque année. Pour cette version-là, nous sommes sur le PNDC. PNDC, ça signifie Pinot des Charentes, et c'est simplement la typologie de fût dans laquelle le whisky va vieillir. Le Pinot des Charentes, ça amène des notes de noix, des notes vraiment de fruits secs et de raisins surmûris. C'est extrêmement élégant. Le reste de la gamme se compose de STRN et de CNGC, et ça, je vous laisse deviner de quel fût il s'agit. La plus grosse distillerie familiale de cognac, c'est la distillerie Boineau. Elle date du XVIIe siècle et elle possède aujourd'hui énormément d'hectares de vignes. Ils ont aussi un outil de production assez conséquent puisqu'on parle de 42 alambics qui sont prêts à produire du cognac jusqu'au 31 mars. Et une fois que la campagne de distillation de l'eau de vie la plus populaire de France est terminée, au domaine Boineau, on s'attaque à produire du whisky. Pour leur production de whisky, les cousins Boineau ont opté pour une bouteille particulièrement originale qui rappelle un petit peu le côté parfum, le côté excellence, luxe à la française. Et effectivement, Hériose se veut un mix entre la notion d'héritage et la notion de oser. Concrètement, on est sur un single malt vieilli dans des fûts de Bourbon, extrêmement doux, extrêmement délicat, avec de beaux arômes de vanille et quelques notes légèrement maltées. La dernière région de France métropolitaine à se lancer dans la production de whisky est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on peut dire que ça valait la peine d'attendre car le projet mené par les frères Millon-Rousseau est particulièrement passionnant. Situé dans la vallée de l'Oubaye, la distillerie Lachananche produit un whisky comme nul autre. Il distille dans un alambic bourguignon, c'est-à-dire un alambic composé de 3 vases et de 2 colonnes de distillation qui est situé à l'extérieur de la distillerie. Ainsi, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, on produit du whisky en plein air à la distillerie Lachananche. Les fûts sont ensuite entreposés dans un ancien tunnel ferroviaire dont la construction a été abandonnée en 1914, mais qui confère des propriétés de vieillissement très particulières. En effet, dans ce tunnel, il fait si humide qu'on perd jusqu'à 2 degrés d'alcool par an. Il en résulte un whisky extrêmement doux, riche et fruité, mais marqué par des notes de miel de fleurs aussi. C'est quelque chose d'assez typique qu'on retrouve ici. Et c'est un produit qui porte le nom de l'Averque. C'est un vallon extrêmement préservé, qui fait face à la distillerie et qui est une source d'inspiration pour les frères Millon-Rousseau. Alors on avait commencé ce tour de France des whiskies en 24 minutes par la distillerie Armorique, pionnière dans la production du whisky français. C'est parfaitement légitime qu'on termine avec ces mêmes distilleries et ce produit si particulier, Yonelaise. Yonelaise, c'est le nom de marécage situé dans la région des Monts d'Arrée et dont on dit que ce serait la porte des enfers. C'est aussi un nom extrêmement bien choisi pour un whisky particulièrement animal. Et puisque j'ai un peu de temps, pour celui-ci, je déguste avec vous. Du bacon grillé, de la tourbe, de la cendre, un produit pour les amateurs de sensations fortes. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour les 50 ans du whisky français et pour faire un nouveau tour ensemble. Et d'ici là, ciao!